Merci d'avoir fait le déplacement de l'hôtel La Falaise de Bodakrizo pour ce matin RH. C'est notre toute première activité du bureau dans la ville de Douala depuis notre désignation récente, au mois d'août. Donc nous sommes vraiment honorés de revenir à ce Douala parce que nous sommes sur toute l'étendue de la planète d'ailleurs, parce qu'on a des membres partout. Donc bienvenue au matin RH. Alors, je ne suis pas... Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Serge Christian Eboto, je suis président de la FIDUCAC depuis août 2023. Je ne suis pas du tout spécialiste de DRH, donc c'est la grande chance que vous avez. On ne va pas parler purement technique RH, vu que je n'en suis pas spécialiste et je suis très mal placé pour être spécialiste en technique RH. Mais la grande chance que nous avons, c'est que nous avons des spécialistes de la question autour de la table et qui sont suffisamment outillés pour en parler. La FIDUCAC, c'est l'association, c'est la Fédération internationale. Alors si on va sur le slide de la FIDUCAC, c'est la Fédération internationale des diplômés de l'Université catholique d'Afrique centrale, qui organise des activités qui ne sont pas forcément uniquement destinées aux anciens de l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors aujourd'hui, nous organisons les matins RH. Il faut savoir que c'est un concept du matin, c'est vraiment une rencontre sur un thème, un domaine d'activité où on va vraiment étayer et expliquer, présenter à tout ce domaine. Cette fois, on a choisi d'être suffisamment pratique, très pratique, et d'apporter des réponses concrètes aux différentes préoccupations que nous avons par rapport au domaine assez délicat et sensible que celui du capital humain. Alors, aujourd'hui, c'est des RH, mais après, ça peut être un autre domaine. Également, la FIDUCAC ne fait pas que des présentations des matins cathos. Nous avons plusieurs autres activités. Déjà, il faut savoir que le bureau de la FIDUCAC a été mis en place en août dernier, 2023. Slide suivant. Le président, vous l'avez devant vous. Alors, il a un bureau, il n'est pas tout seul. Il a un bureau, vous allez peut-être reconnaître certains membres du bureau dans la salle. Alors, le secrétaire exécutif, c'est M. Noé Bissou. Le trésorier, c'est Frédéric Bompard. M. David Pécom Zekwa, qui est le responsable de la commission RH, qui malheureusement s'est excusé, étant donné qu'il a des responsabilités au Congo, il n'a vraiment pas pu prendre le vol pour venir. Alors, Madame Sonia Ananga, qui est la chargée de la communication, Ghislaine Louvette, qui est responsable juridique, chargée de la commission juridique, Monsieur Gérard Dessomba, qui est en tout ce qui concerne les finances et l'audit, docteur Isabelle Pachon, qui concerne, en ce qui concerne les œuvres sociales. Donc, c'est le bureau qui vous est présenté. Donc, il n'y a pas que les matins qui sont organisés, on a également des activités en soirée qu'on appelle After Work. Le dernier After Work a été organisé sur Yaoundé le 3 novembre dernier. Il portait sur la sécurité, l'accès à la sécurité des propriétés foncières immobilières au Cameroun. Il a été très intéressant, les retours sont très positifs.
Donc, on a également un certain nombre d'activités dans le merchandising, la promotion immobilière. Donc, la FIDUCAC a des partenaires, de très nombreux partenaires. Les premiers qui se sont manifestés et qui sont en partenariat avec nous, ce sont les sociétés immobilières. Actuellement, on a un partenariat avec la SAD pour permettre à tout un chacun de bénéficier d'un lopin de terre ou de pouvoir construire le chez-soi. Et il faut également savoir que, bon, ça tombe bien, on est dans le recrutement. Une fois que vous êtes recruté, il faut que ce soit une priorité de pouvoir accéder à la terre et à pouvoir avoir d'avoir un toit à soi. Donc c'est le point d'honneur que la FIDUCAC met en cette année et pour cette mandature. Après, bon, on a les gadgets, des polos, on a des cartes de membres qui sont déjà disponibles, qui sont distribuées aux membres d'ici la fin du mois de février. On a un site internet qui est en travaux, je dois l'avouer, mais qui sera disponible d'ici la fin du mois de février. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur la FIDUCAC. Pour les matins RH, nous avons appelé pour répondre à toutes vos préoccupations parce que nous voulons que ce soit plus interactif. Souhaitons vraiment que ce soit des questions qui soient posées. Nous allons faire un teasing, nous allons présenter globalement de quoi il s'agit, mais nous comptons sur vous, sur vos questions pour pouvoir animer, pouvoir donner de la vie et surtout répondre à vos préoccupations. Sortir d'ici, il faudrait que tout le monde ait tous les outils pour avoir les meilleurs CV, les meilleures lettres de motivation, les meilleures prestations aux entretiens d'embauche, le meilleur plan de carrière, ce qui est très important, et que pour les professionnels qui sont arrivés, qui sont déjà responsables dans les entreprises RH, qu'ils puissent avoir la meilleure projection de l'image, qu'ils aient une meilleure projection de l'image de leur entreprise auprès des candidats, parce que c'est aussi très important. Les entreprises doivent faire du marketing de leur image. Donc, je demande déjà des excuses aux différents panélistes, je ne peux pas ressortir toutes leurs compétences, je vais essayer de faire bref. On aura Carole Bongangui, qui n'est pas encore parmi nous, qui s'est excusée pour un décalage de quelques minutes, qui viendra, spécialiste RH et communication. Elle a une expérience ici dans le domaine de la RH et de la communication. Elle est actuellement responsable du recrutement. Recrutement, talent et performance dans une structure d'énergie de la place, Eneo pour ne pas la citer. Elle a une expérience d'une vingtaine d'années dans les ressources humaines et la communication. Donc, elle sera là bientôt. Alors, Olivia Monteux Banguer, directrice des ressources humaines de Bari Kalembo Cameroun, après une riche carrière débutée il y a un peu plus de 14 ans. Je ne sais pas si Olivia confirmera tout à l'heure. Alors, une expérience professionnelle très riche et fournie à Diageo, à MTN et à Bari Kalembo. Je voudrais que vous fassiez un applaudissement pour Olivia. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, hein, alors c'est venu au feeling. Alors Anne-Karine Onla. Oula, par où commencer? Alors bon, je vais m'excuser, hein, j'ai pris ce que j'ai pu prendre. Alors, Anne-Karine Onla est une consultante RH orientée vers les projets d'employabilité, d'organisation, de gestion des performances, d'ingénierie et de facilitation des apprentissages. Elle a un intérêt particulier pour la digitalisation des process RH. En tant que manager RH, elle a exercé sur le marché camerounais, notamment dans les secteurs de l'industrie SABC, de la banque CCA Banque, du BTP, Cambio BTP. Oh là, ça fait beaucoup. Alors, je suis un peu soufflé au milieu. Alors on va dire... et dans les cabinets spécialisés dans le management et la gestion de la performance et la formation. Donc, on peut citer Performance Management, Authentice, Managis, Consulting.
Alors, elle est actuellement dirigeante du cabinet H Capital au Cameroun. Un applaudissement pour qui est à ma gauche. Alors, Anna Biangali est le directeur du capital humain de la BISEC. Depuis juillet 2019, à ce poste, elle a la charge de superviser toutes les activités relevant de la fonction ressources humaines pour le compte de la BISEC. Après une première expérience en cabinet, Anna va occuper à partir de 2010 des postes de pilotage de la fonction ressources humaines au sein des filiales de groupes régionaux tels que BG Fibank, Huawei Technologies, SGMC et Sandia Castel. D'accord. Bon, on va se limiter là. Bon, en son temps libre, elle est romancière, elle est fan de romans à son temps libre, et puis natation, aérobic, voilà. Bon. Elle n'est pas encore là, elle s'est excusée, elle vient de Yaoundé, elle sera là dans quelques minutes. Alors, Christelle Bonga-Épée, voilà. Alors, diplômée de l'Université catholique d'Afrique centrale depuis 2008 en Master 2, ressources humaines. Christelle Bonga-Épée enregistre à son actif une expérience professionnelle de 15 années. On parle bien de la personne qui est à ma droite, dans le domaine du management des ressources humaines et spécifiquement dans le métier du développement RH. Elle débute sa carrière en 2008 dans une PME et également rejoindra Orange Cameroun en qualité de responsable emploi et compétences en 2010. Joël Kolokoso, qui est un professionnel RH titulaire d'un master en gestion des ressources humaines, qui a une expérience de 15 ans dans le domaine et qui, je vais la faire courte, est actuellement country Human Resource Senior Manager à la Citibank Cameroun depuis juin 2019. On fait un applaudissement pour Joël. Donc voilà donc le panel, et puis tout à l'heure on aura Vanessa Camden qui va nous présenter les produits liés à son activité, parce que nous faisons toujours un clin d'œil à nos entrepreneurs et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Bon, cela dit, nous en tant que RH, on ne veut pas que vous soyez des experts en CV, on veut que vous soyez des experts dans ce que vous savez faire. Mais si vous pouvez éviter quand même certaines erreurs dans votre CV, ce serait bien, parce que c'est votre carte de visite, c'est votre première étape, c'est la porte d'entrée. Alors des erreurs sur les CV, il y en a des tonnes. J'ai eu l'embarras du choix et j'ai choisi ces 5 erreurs. Mais vous aurez l'occasion vous-même de parler d'autre chose, d'aller plus loin. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant d'arriver ici, j'ai reçu les CV de ceux qui les ont envoyés. Est-ce que quelqu'un a envoyé son CV ici? Quelqu'un a envoyé son CV? N'ayez pas honte. Parce que tout à l'heure, là, on va voir les captures avec les noms, les numéros. Mais ça peut vous aider. Parce qu'il y a les DRH ici. Ils vont vous appeler. Ah. Voilà. Mon N+1 que j'ai le moins aimé dans toute ma carrière disait quand même quelque chose qui était vrai. Il disait que pour évoluer, il faut exposer ses lacunes. Donc, il faut poser vos lacunes quand on va traiter. Quand vous voyez autre chose là, n'ayez pas honte. Même chez le docteur, c'est comme ça. Mais en gros, avant d'entrer dans les détails, mes soeurs et mes frères Douala, quand ils partent au deuil, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu vois une fille Douala qui part au deuil, tu connais, non? Il y a un foulard là, le cabas, les talons. Il n'y a rien qui déborde. Quand un musulman va à la mosquée le vendredi, il est sapé comme jamais. La midon a déjà fait les traits sur son gant. Voilà. Et le dimanche, quand votre mère ou votre grand-mère part à l'église là, il n'y a rien qui déborde, rien à reprocher. C'est comme ça que votre CV doit être. Parce que c'est votre sortie officielle.
C'est là où il faut saper sur votre CV. Même s'il n'y a rien dedans, il faut emballer d'abord. Parce que nous aussi, on est les êtres humains, il y a les CV, quand on voit ça de loin, on enlève une fois. Je mens. Parce que quand c'est une pile là, 500 CV, franchement, on n'a pas le temps de jouer avec les émotions et d'imaginer votre souffrance. On ne connaît pas ça. Les RH, on est les plus froids de toute l'entreprise. Et pourtant, on est censé gérer les hommes. Mais les hommes ne sont pas faciles à gérer, nous sommes très froids. Donc vos CV là, si ce n'est pas bien emballé, on ne va pas chercher. On passe. Donc, allons à la première erreur que j'ai choisie. Page 1. Quand vous prenez votre CV, vous-même vous écrivez là que curriculum vitae. Bon, on savait déjà que c'est ça. Donc, vous avez bouffé votre espace. Après, vous allez serrer les écritures comme ça, là, on n'aura rien lu. Je suis là comme ça, j'ai 40, je ne vois plus. Mais vous allez mettre curriculum vitae comme ça, là. Et après, vous allez mettre vos compétences petit, votre nom petit, votre titre petit. Nous, on doit travailler. Venez lire ça. On a trop de travail. Non, les choses comme ça, là, il ne faut pas faire ça. Faites comme ça. Vous écrivez votre nom, vous mettez votre titre. Je ne sais pas comment mes collègues font. Mais moi, quand je reçois votre pile de CV, tout ce qui a le nom et le titre, je mets à gauche. Tout ce qui est comme ça, là, je mets à droite. Même si c'est le CV de Paul Biya lui-même. Si c'est comme ça, là, j'enlève ça. Parce que voici un gars qui va aller en entreprise donner les mots de tête à son manager. On le voit de loin. On n'a pas besoin de tests. On le voit de loin. Donc, faites comme ça. Quand je recrute un RH, je vois Gladys, gestionnaire des ressources humaines. C'est ma cliente. Je la mets là-haut de côté. Je sépare. Après, je vais voir. Parce que nous, on lit souvent nos CV, quand on a fini une dure journée de réunion, on est fatigué, on est tendu. Après, on voit les choses comme ça. Ça énerve. Parce que ce qu'on cherche, c'est quel est votre profil. Évitez ça. Faites comme ça. Deuxième. Voilà. Qui a un téléphone à 2 puces ici? Ok. Ce sont vos 2 numéros qui sont dedans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et quand vous faites votre CV, vous mettez les 2 numéros là, non? Les gens de Néo là sont où? Elle n'est pas encore là. Quand Néo va couper l'électricité, les 2 téléphones là seront comment? Ça sera éteint, non? Le CV là, ce n'est pas... Il peut être parfait, hein? Mais si on ne peut pas vous appeler, c'est 0 fois 1000. Ça fait combien? Il n'y a rien, il n'y a pas de suite. Oh, j'envoie mon CV par toi, ne m'appelle pas. Tu es joignable. Tu n'es pas joignable. Voici l'astuce. Mettez un numéro que vous avez toujours sur vous. Deuxième numéro, mettez le numéro d'une tierce personne qui a la capacité de vous contacter en 24 heures, comme si ça vient indépendant. Ne donnez pas votre petite le jour où vous vous énervez. Si c'est celle qu'on appelle, c'est mort. Elle va seulement dire que, ah ok, la suite, vous pouvez imaginer. Je vous recommande, on n'apprend pas ça à Harvard, ni à la Cato, encore moins en voix. Mais je vous dis que nous on voit de très bons profils qu'on n'arrive pas à joindre. Mes collègues peuvent me démentir. Donc que votre profil soit bon, mauvais, soyez d'abord joignable. Parfois c'est ça qui va faire sur la liste d'attente, on va vous appeler. Donc mettez votre numéro principal. Ensuite, mettez le numéro de votre mère ou de votre... Quelqu'un qui peut vous faire un don de sang si vous êtes malade. C'est la personne là que si on l'appelle, on dit c'est Mme Christelle Bonga qui a appelé. Allô, bonjour, c'est Orange Cameroun. Est-ce que j'ai bien fait à Mme Gladys Bégué? Non, c'est sa mère. Ok. Est-ce que vous pouvez lui dire, c'est de la joindre parce qu'elle a postulé pour assistante aux ressources humaines. Sa mère a fait quoi? Même si elle est au village et que la route est barrée, elle va aller à pied. Elle va lui dire que, mon ami, appelle le numéro aussi. Ou bien je me trompe. C'est mieux vous mettez le numéro d'une personne de confiance. Au cas où vous n'êtes pas joignable,
Cette personne peut vous trouver dans les 24 heures. C'est pour ça qu'il faut mettre 2 numéros. Ce n'est pas pour nous dire que je suis orange, je suis aussi MTN. Excusez-moi. Alors, dans le championnat des fautes de numéros, c'est le gars qui met ses 2 numéros du même téléphone sur son CV. Et celui qui met un, je ne sais pas qui va gagner, mais les 2 là, c'est pas bon. Numéro 3. Vous voyez ça? Moi, j'ai déjà vu un CV avec un gars couché sur le lit en selfie. C'est lui qui est c'est mon plus grand étonnement dans ma carrière en matière de photos sur les CV. Les gens, vous faites des CV, mettez les photos. La photo, c'est bien, mais c'est pas obligé. Les commerciaux, les hôtesses, d'accord. La photo n'est pas obligée. Quand vous mettez votre CV et que le décor est comme on voit là, si ça ne vous vend pas, ne mettez pas. Parce que le CV, c'est une carte de visite. Et votre démarche, c'est un acte de vente. Quand vous mettez quelque chose qui ne vous vend pas, c'est pas la peine. C'est mieux que vous enleviez la photo, vous misez sur les contenus. Donc, des choses comme ça, vous n'allez pas le croire, mais on en voit souvent. Je n'ai pas pris ça dans l'un de vos CV, je vous rassure. J'ai pris ça sur Canva. Parce que la partie là, je ne peux pas mettre. Il y a les photos floues. Quand c'est flou là, laissez. Mais on vous connaît. On va vous trouver assis dans les studios avec les pompées, avec Happy Birthday. Ou bien je me marie par là encore. Mais pour mettre la photo sur le CV, c'est le problème. Vous ne connaissez plus les studios là. Pour votre branding, faites un shooting tous les 1 an, tous les 6 mois. Vous faites 2-3 photos professionnelles pour vos apparitions publiques. Ou achetez le kit de l'influenceur, on s'en fout. Mais faites des photos correctes pour mettre sur votre CV. À défaut de ça, ne mettez pas de photos sur votre CV. C'est pas obligé. C'est dans l'air du temps, mais c'est pas obligé. 4. Bon, ici, je veux partager une expérience que j'ai vécue récemment. Un des jeunes que j'encadre m'a écrit. C'est une de mes collègues d'un grand groupe avec qui il a interagi. Il dit qu'il lui a envoyé son CV 3 fois. Elle a rejeté. Je lui ai posé la question que elle vous a alors dit quoi? Qu'elle rejette pourquoi? Il dit qu'elle ne m'a pas dit. Je dis ok. Vous savez que les DRH sont très occupés, non? On ne va pas tout vous expliquer. Comme moi je suis là pour ça, je vais vous faire comprendre. Il avait fait ça. Quelqu'un reconnaît son CV ici? Voilà. Mais même pas vous, parce que ici là c'est assistante. Peut-être que c'est la voisine, il ne faut pas la couvrir. Assistante administrative, de telle date à telle date, paroisse baptême de Jésus et Saint-Ambroise de la Cité Verte. C'est bien. Mais tu faisais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Est-ce que tu sais utiliser Excel? Est-ce que tu faisais les rapports? Est-ce que tu étais le genre d'assistante qui se mettait seulement à côté du patron? C'était quel genre d'assistanat? Est-ce que c'était de l'assistanat de gestion? Parfois, ce sont les détails qui vont dire ce que vous savez faire. Il y a des gens qui mentent. Il faut d'abord mettre. Après, on va voir. Parce qu'après, il y a les entretiens, il y a les tests. La route est longue. Mais il faut d'abord passer l'étape-ci. Donc, il avait ça. Il ne comprenait pas pourquoi on rejetait son CV. Après 30 minutes de discussion, il me dit que bon, on a quand même fini par prendre une version. Envoyez-moi la version. Il m'envoie la version. Je dis, vous ne voyez pas la différence entre vos deux CV, entre les CV qui ont été rejetés et celui qui a été retenu? Il dit non. Alors que dans le CV qui a été retenu, il a mis les détails. Comme les patients, ils viennent toujours avec un mensonge au départ. Alors que c'est pour son bien. Il a bien vu que ce n'était pas détaillé. Mais il fait comme s'il n'a pas compris. Donc il faut souvent mettre les contenus pour permettre qu'on ait rapidement une idée de ce que vous savez faire et qu'on vous différencie de vos concurrents. Il faut avoir un CV qui challenge les autres. On est d'accord, non? C'est le marché. Ok, et en dernier,
Voilà alors la personne qui a mis là-bas au curriculum vitae, voilà comment son contenu finit souvent. Avec les petites écritures comme si c'était la Bible. La Bible là, ça nous dépasse à lire tous les jours là-bas. Mais quand on tombe sur vos CV, vous nous mettez au travail. Voilà un CV qui est un peu plus aéré. Vous n'avez pas l'impression qu'il est facile à exploiter, celui-là? Lequel? Celui qui a 5 pages, celui-ci? Bon, c'est quoi le standard de nombre de pages de CV? Non. Soyons de bonne foi. Le standard, c'est quoi? Ça fait 5 pages, ce n'est pas le standard, alors c'est ce qu'on doit comprendre. Non, en fait, c'est qu'à un moment donné, parfois, on se bloque à faire des CV aérés parce qu'on se dit que ça peut-être fait trop de pages et le recruteur ne sera pas à l'aise avec le nombre de pages. Donc, moi, j'hésite toujours entre vraiment aller dans les détails et être succinct dans la présentation. Moi, j'ai un profil, par exemple, qui est un profil nomade. Donc, j'ai beaucoup d'expérience associée. Donc, au moment donné, quand tu commences à associer et vouloir entrer dans les détails, c'est tellement de commencer juste sur 2 pages et demie. Souvent, je resterai coincé sur 2 pages. Qui vous a dit de faire ça? Vous avez inventé votre travail et votre souffrance seul. Qui vous a demandé ça? Qui? Quel RH? Quels autres RH? Qui vous a demandé de faire ça? Vous aimez souffrir. Qui vous a envoyé? Ok, vous avez donc fait 2 pages et demie, vous avez trouvé le travail. C'est bien. Il n'y a pas de standard de nombre de pages. En tout cas, en ce qui me concerne, il faut présenter un CV pour ce qu'il est. Il ne faut pas mettre de grands espaces pour donner l'impression qu'on a un long CV. Il ne faut pas non plus le serrer comme ça, après on ne peut plus lire. Même s'il y a quelque chose de bon à l'intérieur, là, on ne va pas voir. C'est comme aller fouiller une aiguille dans une botte de foin. Donnez votre CV pour ce qu'il est. Que ce soit dans les entreprises multinationales classiques, les organisations internationales ou les PME, PMI, chaque RHA, c'est les plus chanceux, ont des systèmes d'information, les plus chanceux. Là où c'est compliqué, c'est manuel. Vous devez parfois vous demander une sorte de 10 CV. Comme je vous disais, moi j'aime souvent le dimanche, pendant qu'il y a les débats télévisés là. C'est là que je balaye les CV rapidement. Parce que plus il bavarde, plus il crie, plus moi ça me permet de me concentrer. Chacun a sa façon de faire, mais le lundi suivant, vous devez présenter une shortlist qui soit propre. Et à ce moment, sachez que même les recruteurs, les départements qui recrutent, refont le même travail que nous parfois. Et du coup, vont essayer de questionner pourquoi tel ou tel CV a attiré votre attention ou pas. Maintenant, dans les multinationales classiques, par exemple, où je suis actuellement à Citibank, l'unité de recrutement est basée en Afrique du Sud. Donc, si vous ne pouvez pas passer le tri au niveau de l'Afrique du Sud, au Cameroun, on ne saura même pas que vous avez postulé. Donc, vous êtes en compétition avec des gens qui connaissent l'anglais peut-être mieux que vous, qui proposent mieux leur CV et qui, à la fin, veulent même venir postuler, travailler au Cameroun. Donc, comprenez, le mot-clé, c'est la compétition. Il n'y a pas de place, il y a quelqu'un qui le dit souvent, personne n'a sa place assurée, pour un peu reprendre ces mots, c'est ça. Vous venez dans un marché qui est compétitif. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous? Excusez-moi, je suis habitué au bico classique, donc du coup, pour moi, c'est un peu... Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et tous ces autres candidats? Pourquoi est-ce qu'on va venir vous prendre vous et pas d'autres? C'est la question clé. Et elle a commencé à vous montrer déjà que le CV... Moi, en général, bon, chacun va le dire, mais moi, je regarde d'abord le CV avant de dire voilà, l'aide de motivation. Parce que parfois, on estime que votre CV, vous ne mettez pas certainement toutes les infos. Dans l'aide de motivation, vous avez l'habilité de pouvoir préciser un certain nombre de choses. La forme, pour aller rapidement, de votre lettre de motivation, manuscrit ou écrite vraiment avec les outils modernes, je ne pense pas que ce soit honnêtement, et puis je pense plus qu'on a des spécialistes comme à l'époque pour regarder la graphologie, voir si celui-ci écrit comme ça, il n'a pas la gorgure, ça veut dire que c'est un désordonné. Ça c'était bon, la psychologie qu'on nous apprenait, quand on faisait cours de psychologie avant, quoi. Maintenant on n'a plus ce temps, parce qu'on sait que Word, vous pouvez bien peaufiner votre lettre. Donc vraiment, faites une lettre de motivation propre, une page, police professionnelle. Parce que ce n'est pas le moment de nous montrer que vous connaissez des polices très recherchées et autres. Comme elle a dit tout à l'heure, on a besoin de savoir qui vous êtes en 2 minutes chrono. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en 2 minutes chrono? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé en 2 minutes chrono? Le reste va se découvrir lors des entretiens. Comprenez que ce sont vos billets pour obtenir un entretien et venir vous vendre. C'est dans l'entretien que vous allez dire maintenant, voilà, j'étais à la paroisse temps,
j'ai fait ceci, voilà, mais voilà, on va aller en profondeur si vous voulez. La mise en forme, effectivement, comme elle le disait aussi, tout cela compte. Moi, par exemple, j'ai des problèmes avec des commerciaux ou des gens qui sont dans le marketing et qui ont des CV noirs et blancs. C'est-à-dire, si vous voulez vendre, vous dites que vous allez venir vendre mes produits, mais vous n'arrivez pas vous-même à vous vendre. C'est-à-dire, votre CV, je ne sais pas si c'est le deuil ou quoi que ce soit, mais il y a tellement d'éditeurs de logiciels aujourd'hui que vous pouvez peaufiner un CV de telle sorte qu'il soit chatoyant. Et la première des choses, c'est qu'il y a des jeunes diplômés qui le font très bien d'ailleurs. Vous voyez le CV, il n'y a pas forcément beaucoup d'expérience, il n'y a que des stages, mais la façon dont c'est structuré, à vous dire, ok, je mets sous le coude. Ça, cette candidature, ça peut m'aider, on ne sait jamais, ça peut être intéressant un jour. Mais il y a d'autres qui ont même l'expérience. Le CV ne ressemble à rien. Mais on fait valoir 5, 7 ans, 10 ans. Et je me demande, qu'est-ce que vous avez fait dans ces cabinets? Vous avez utilisé Excel. Bon, voilà, c'est peut-être cette façon de voir les choses. Ça parce que vous êtes dans un monde où il y a, sur la zone poste assistant marketing, il y a 130, 200, 250 personnes. Qu'est-ce qui va permettre, vous, on s'arrête, on dit un instant, ok, de cette personne, il faut qu'on fouille un petit peu davantage. L'objet, vous postulez à quoi? Ça, je crois que je vais revenir dessus. On vous dit dans une annonce, quand vous postulez dans cette organisation internationale notamment, mettez une référence certaine dans l'objet. Vous postulez candidature, pas comme ça. La personne qui est chargée de faire le tri va venir sur les mots-clés. Si vous n'avez pas mis le mot-clé dans l'objet, vous n'allez pas respecter les consignes. J'ai eu un chef de projet qui me disait une fois, si le candidat n'est pas capable de respecter les consignes dès le départ, ne considère pas même si son CV est bon. Moi je disais, mais non, bon, la personne a peut-être dit non, les consignes sont claires. On vous a dit dans l'annonce, si vous voulez postuler, voici la référence à considérer. Mettez-la dans l'objet de votre lettre. C'est la même chose si par exemple vous voulez vous postuler pour vous postulez par exemple par email. Bon, maintenant avec les emails, certaines organisations disent ok, vous mettez une sorte de sommaire et de résumé de votre lettre de motivation dans le corps de l'email et vous attachez le CV. Il faut bien que derrière l'objet puisse suivre pour qu'on puisse rapidement tracer cela pour les entreprises qui n'ont pas de système informatique très poussé. Donc, pour moi, tout commence par la forme. Dans le fond, où j'aurai un peu s'appelantir davantage, l'idée c'est de toujours rester dans la mentalité de vente. Comment je me vends, comment je me présente, comment je showcase, comment je démontre que j'ai des potentialités qui peuvent être intéressantes pour vous. C'est un marché, offre la demande. Donc, quelles sont les phrases que j'utilise? Si je commence à dire, je prends un exemple, passionné des RH et de quoi, je suis diplômé de l'Université catholique depuis telle année, où j'ai appris ceci, plus l'éthique, plus ceci, plus cela. Le recruteur est resté sur le début. Passionné, diplômé. Tout le reste, il s'est dit, bon, peut-être j'ai mal lu, il revient rire. Bon, certains recruteurs, comme il disait, s'il est dans une bonne forme, peut reprendre le temps de lire au long front. S'il est dans une mauvaise forme, il dit, qu'est-ce qu'il raconte même celui-ci? Vous voyez tout. Parce que dans sa tête, il s'est dit, mais j'ai besoin de l'info cruciales. Je dis souvent commerciaux, par exemple. Si tu dis, j'étais commercial à quelque chose comme ça, à CFAO, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu as fait? Si dans ta lettre de motivation, tu dis, à CFAO, par exemple, j'ai séjourné 7 ans. Entre ma venue et lorsque je partais, le chiffre d'affaires avait connu le secteur que j'ai géré, j'ai pu vendre tel nombre de véhicules malgré cela. C'est beaucoup plus parlant, surtout dans les environnements de multinationales où les gens ont besoin d'avoir des choses palpables. Ils ont besoin de sentir qu'on est dans le concret. Il faut que ce soit unique et spécifique à l'offre. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez un long itinéraire. On n'a pas besoin de tout l'itinéraire. Par rapport à l'offre qui a été lancée, quel est l'atout que vous mettez en lumière qui s'aligne parfaitement avec cette offre? Si vous venez me dire que, ok, je prends un exemple comme ça, je vais être assistant comptable. Et puis vous me dites, ok, j'ai séjourné là-bas, j'étais dans l'hôtellerie. J'ai séjourné là-bas, je lavais des... Bon, ok, mais à quel moment est-ce qu'on arrive à l'expérience qui se rapproche du poste qui est l'objet de votre candidature? C'est ça en fait l'objet. Certains disent parfois avoir même un gros CV, un CV général, mais avoir des CV parfois qui sont circonscrits par rapport à l'autre qui vous intéresse. Votre motivation pour le poste de l'entreprise, ça peut se régler même en 1 ou 2 phrases, c'est pas compliqué. Mais ça peut montrer que vous connaissez quand même le secteur ou l'entreprise par laquelle vous postulez. Je ne sais pas, peut-être Christelle va préciser, si Orange, si quelqu'un postule avec, je ne sais pas moi, le numéro, Camtel ou MTL, comment vous gérez ça? Mais en fait, il y a des choses
des choses qui doivent, c'est des petites choses. Si vous n'êtes pas capable de faire attention à postuler à une boîte et puis vous ne faites pas attention, au moins même faire des recherches sur qui est le directeur général, qui est le ou la directrice des ressources humaines et tout. Bon, vous écrivez comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, on vous appelle après, vous dites, oui, c'est qui oui, bonjour monsieur, vous avez envoyé votre CV. Ah ouais. Le président se dit, bon, en fait, c'est pas moi que je suis préféré là. C'est-à-dire qu'il y a un pléiade de personnes là, et puis bon, je ne suis pas forcément. Et c'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un jeu de séduction, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire chacun amène et essaye de se montrer sur ses plus belles atouts. Votre motivation pour le poste, quel est votre intérêt pour le secteur d'activité ou des produits? Il y a des candidats qui viennent, ceux qui vont parler d'entretien vont certainement revenir là-dessus. On vous demande quelles sont les actualités du secteur dans lequel vous postulez, et puis vous nous envoyez dans des choses. Tout le monde n'est pas sur TikTok ou sur Facebook et autres. Il y a des gens qui, eux, sont complètement dans leur petit monde. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur dans lequel vous postulez? Et là, ça vous permet déjà de savoir que, bon, voilà, peut-être vous ne maîtrisez pas. Il y a des gens qui vont postuler dans le secteur bancaire et disent, je maîtrise la réglementation des champs. Juste par une phrase comme celle-là, il intéresse déjà tout le monde. Parce que c'est une réglementation qui est évolutive. Et donc, on se dit, ah, tu maîtrises déjà ça. Okay. Viens dans l'entretien, on discute. On va tester donc pour voir comment est-ce que toi tu peux nous garantir que les dossiers de transaction de clients vont être gérés plus rapidement parce que tu maîtrises la réglementation des changes et que tu connais comment passer pour optimiser les ressources de nos clients. Oui, c'est des petites choses, des petites phrases, une phrase qui est réglée. Valoriser ses compétences adéquates. Je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont les compétences que je mets en avant? Ce n'est pas une réétude du CV. Ce n'est pas une réétude du CV, mais ça vient en accompagnement avec votre CV. Donc, il y a comme Karine disait tout à l'heure, je peux mettre juste des tirets dans mon CV, celui de la clientèle, par exemple. Et dans ma lettre de motivation, je spécifie bien que voilà le portefeuille que j'ai géré qui avait un chiffre, je ne sais pas moi quoi, un portefeuille d'une valeur de temps. Voilà ce que j'ai pu réaliser à X, Y période dans ma lettre de motivation pour me vendre davantage. Voilà, j'aimerais bien être magicien demain. Oui, mais comment je fais ça? Donc ça demande de la détermination, ça demande de la préparation, ça demande de la consistance, ça demande d'être focus, ça demande de la réflexion, ça part d'une vision et d'une vision qui est claire et précise. Si on veut avoir un impact et si on veut impacter sa vie, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit professionnelle. Donc, il y a des blocs à cocher lorsqu'on parle de carrière. Ça suppose que je vais définir un cheminement que je veux pouvoir expérimenter tout au long de ma vie professionnelle. J'ai 20 ans et je me dis, et on en vient à la question de savoir quand est-ce qu'il faut faire un plan de carrière. Il n'y a pas de moment pour faire un plan de carrière. C'est de se dire, j'ai 18 ans, je viens de sortir de l'école, comment je me projette? J'ai 17 ans, je suis en terminale et je dois faire des études, comment je me projette? Un plan de carrière, un projet professionnel, c'est la vision que je détermine de ma vie.
attention, et on va revenir sur ces différentes ces nuances que je fais quand je parle de vision de ma vie. Ça part de mes valeurs profondes, qui je suis. Mon plan de carrière doit être aligné avec ce que je suis. Et ça demande une introspection pour que je sache véritablement qu'est-ce que j'aime dans la vie. Quelles sont les valeurs qui me drivent? Quels sont mes besoins? Quels sont mes désirs? Comment est-ce que je veux être vu demain? Quelle est mon ambition? Et ça part de là. Aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans des situations où beaucoup d'entre nous font des métiers ou sont dans des activités par que faire, parce que c'est l'opportunité que j'ai trouvée, parce qu'on est convaincu que voilà, peut-être ça va me donner plus d'argent, mais pas forcément parce que c'est en lien avec nos valeurs. Et aujourd'hui, moi j'ai le parti pris de dire qu'on n'est épanoui que lorsque l'on est dans une activité qui correspond à ces valeurs et qui nous anime, pour lequel on a de l'intérêt. Parce que c'est ce que nous aimons, quand nous faisons ce que nous aimons, nous réussissons le mieux. Et ça, tous les bouquins vont vous le dire. Et même dans l'expérience, quand vous faites quelque chose, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui aime chanter, lorsqu'on vous demande de chanter, est-ce que c'est un effort pour vous? Non, parce que vous aimez faire ça. Je prends au hasard. Mademoiselle ou madame, excusez-moi, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Si je vous dis qu'est-ce qui vous passionne, vous me direz quoi? De passer du temps déjà avec les gens que j'aime et apporter de la valeur. Est-ce que vous considérez ça comme un travail si on vous demandait de passer 4 heures de temps, 6 heures de temps, 6 mois avec les gens que vous aimez? Donc c'est plus un hobby dans ce que je voudrais faire en tant que carrière, c'est équipement, ce que vous faites, d'apporter de la valeur, c'est du développement d'affaires. Merci. Alors, je parle de cet exemple pourquoi? Pour dire que lorsque nous identifions les valeurs et nos intérêts, et que nous allons, en fait, c'est un peu comme le recruteur qui cherche, comment on appelle ça, le profil, on dit profil, adéquation, profil poste. Ça, profil poste. L'adéquation profil poste sur le recruteur, c'est la même chose pour le candidat. Moi aussi, je dois pouvoir trouver l'adéquation par rapport à ce poste-là, enfin, une adéquation entre ce que j'aime, les valeurs, et le profil que ce poste me donne. Si je prends toujours l'exemple de cet agent recouvrement, je suis fondamentalement dans mes valeurs quelqu'un qui est impatiente. Vous pensez vraiment que je peux réussir dans un métier d'agent recouvrement? Non. Je vais postuler, je vais rester 1-2 ans, mais au bout de la 3e année, ma nature va me rattraper. Parce qu'à un moment donné, il faudra aller voir, et à chaque fois qu'il faut aller voir, ah mais non, revenez demain, non, revenez après-demain, non, revenez. Non, pourquoi? Parce que dans mes valeurs, ou dans ma façon d'être, dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un de patiente. Et si de deux choses l'une, soit effectivement je m'adapte et je travaille, et à un moment, je me tais, parce que j'ai choisi cela, ou je fais le choix inverse, de pouvoir aller dans la vision de ce que j'aime et de mes valeurs. Mes intérêts, mes compétences aussi, c'est important. Et ce que je souhaite faire en termes de zone de développement. Donc c'est ces éléments-là déjà que nous devons coucher sur une feuille. Parce que quand on réfléchit sur le plan de carrière, ce n'est pas de garder ça dans la tête. Tant que c'est dans la tête, ça reste du théorique et ça reste du vent. Vous devez l'écrire. Sortez un agenda ou un cahier où vous écrivez c'est quoi mes valeurs, vous réfléchissez dessus, c'est quoi mes intérêts. Et un célèbre homme d'affaires aujourd'hui qui est parti de rien, c'est-à-dire il a commencé dans la rue et il est devenu aujourd'hui, il s'appelle Anthony Bourbon. J'ai lu un de ses livres dernièrement, Forcer son destin, et il parlait d'une caricature. La caricature de ce monsieur-là, donc, qui travaille dans un McDo, il est tout le temps en train de commander. Son travail, c'est de faire des frites, quoi. Donc, je vais prendre les frites, je vais les congéler, et puis je vais les mettre dans comment on appelle ça, dans la friteuse. Je vais faire ça tous les jours. À un moment, il dit justement que cette métaphore-là, en fait, mon cerveau se ramollit aussi comme les frites là se ramollissent. Hein, parce que je suis habituée à faire quelque chose. Et ça se dit dans tous nos métiers. Je suis habituée à faire quelque chose, ce qui fait que je ne prends pas le temps de sortir et de réfléchir sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que moi, je crois fondamentalement que nous avons toutes les ressources en nous pour faire ce que nous avons envie de faire. On se leurre en se disant qu'on a des opportunités, oui, parce que, bon, voilà, il y a tel poste, je vais postuler, et puis je vais y aller parce que j'ai plus d'argent. Donc, important de faire le point sur ses motivations pour ne pas se retrouver dans le mauvais emploi, pour qu'après, ça devienne une routine.
tous les jours je pars au travail, tout le monde m'énerve, mais je suis obligée d'y aller. Non, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez prendre la route inverse, vous pouvez décider de suivre vos valeurs, de suivre vos passions. Ce que je souhaite faire, donc des zones de développement, merci. Ensuite, les préalables. Donc, pour faire votre plan de carrière, comme je le disais, première chose, évaluez votre carrière actuelle. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ce que je fais, ça me plaît? Est-ce que j'aime ça? Ou est-ce que je fais juste parce que ça me rapporte de l'argent à la fin de l'année, et à la fin du mois, et que j'ai des charges, et que j'ai mes enfants, et que j'ai ceci, j'ai mes projets. Donc si je lâche ce boulot-là, ben, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais à un moment, il faut tuer nos vaches, comme on dit souvent. Ça veut dire que si je ne lâche pas ça, je ne sais pas demain ce que je pourrais. Je ne peux pas connaître jusqu'où va mon potentiel si je ne me mets pas dans une zone d'inconfort. Et ça demande du courage. Ensuite, je dois pouvoir identifier quels sont mes points forts, les éléments sur lesquels je vais me baser pour pouvoir aller sur autre chose, faire autre chose. Je dois pouvoir reconnaître c'est quoi mes faiblesses, parce que je dois pouvoir les travailler, surtout si ce sont des faiblesses qui peuvent m'aider demain. Je dois pouvoir travailler sur ces faiblesses, je dois en être consciente. Ensuite, la vision de mon futur. Qu'est-ce que je veux? Comment je me projette? Et c'est en fonction de comment je me projette que je vais définir des objectifs à court terme qui vont me permettre, dans 10 ans, dans 15 ans, d'arriver à la personne que je veux être pour demain. Et la question que vous devez vous poser, c'est comment vous voulez que les gens se souviennent de vous dans 10 ans? Définir des objectifs de carrière, on en a parlé. Et ensuite, on va définir un calendrier. Donc, une fois que vous avez défini votre vision, il faut pouvoir faire un calendrier. Un calendrier clair, oui, s'il te plaît, slide suivant, merci. Un calendrier clair, donc, qui va pouvoir vous donner les différentes étapes et que vous allez construire et que vous aurez toujours à côté de vous. Bien entendu, le plan ou la projection est quelque chose de dynamique. Ça veut dire que l'environnement interne ou l'environnement extérieur peut venir impacter ce que vous avez prévu de faire. Mais ce n'est pas grave, vous faites un réajustement, parce que ce n'est pas gravé dans de la pierre. Ça reste quelque chose de dynamique que vous pouvez changer au fur et à mesure des obstacles, des difficultés ou même des opportunités que vous avez dans votre vie. Donc je dois pouvoir fixer c'est quoi l'objectif, à quel terme je dois pouvoir l'avoir, quelles sont les activités, donc clairement qu'est-ce que je vais faire, je dis n'importe quoi, je prends un exemple. Dans 3 ans, dans 4 ans, j'aimerais être entrepreneur ou j'aimerais entrepreneur peut-être dans le domaine de la nutrition. Voilà. Donc, objectif, c'est être entrepreneur, je caricature un peu, mais ça doit être un peu smart, hein, avec des délais et tout le reste. Donc, être entrepreneur dans un délai de 3 mois. Le terme, ça va être peut-être, ça va être 3 ans. L'activité, pour pouvoir être entrepreneur, qu'est-ce que je dois pouvoir faire? Peut-être je vais devoir faire une formation, peut-être je vais devoir demander un coaching, peut-être je vais devoir faire un benchmark pour savoir comment ça se passe. Donc, quelles sont les différentes étapes que je me mets pour pouvoir arriver à ce projet-là? Dans quelle échéance? Le livrable, c'est qu'est-ce que j'attends. Si par exemple je dois faire une formation, le livrable, ça va être mon certificat de fin de formation ou mon diplôme en ci, en ça, qui va me permettre qu'il y ait une pierre pour arriver à mon projet. La date de démarrage est importante. Je commence quand et quand est-ce que ça finit pour chaque activité? Quelles sont les ressources? J'aurai besoin de qui? Il y a une personne, il y a une ressource matérielle, et qu'est-ce que ça va me coûter? C'est important aussi d'embarquer des coûts dans nos plans de carrière, parce que très souvent on se dit, bon, c'est pas ex nihilo, si je dois faire une formation, ça va me coûter quelque chose. Donc à un moment, je dois pouvoir savoir combien ça va me coûter et intégrer cela dans ma démarche. Passer à la réflexion, parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, tant qu'on ne transforme pas nos rêves et ce que nous avons dans nos esprits en action concrète, eh bien ça reste du rêve. Et ça reste quelque chose qu'on ne réalisera certainement pas, parce qu'on n'aura pas eu le courage, la résilience, la passion, l'envie de vouloir réaliser clairement notre rêve, notre passion. Donc, pour terminer rapidement, donc, je suis seule responsable de mes choix professionnels. Et ça, il faut... C'est pas quelqu'un, même quand vous êtes dans une entreprise, ce n'est pas une entreprise qui définit votre carrière. C'est vous qui devez définir comment vous voulez avancer. Et à un moment, si vous avez l'impression que vos choix de carrière ne sont pas alignés avec ce que l'entreprise vous propose, vous savez ce qu'il faut faire. Soit
vous allez comme dit, vous go for it, vous allez pour vos rêves, soit vous vous adaptez à la situation, vous acceptez de venir, de vous ennuyer au travail, de ronchonner, de faire tout ce que vous voulez, mais vous ne vous plaignez plus parce que c'est un choix que vous avez fait. Ensuite, je suis acteur à 90% de mon évolution. Donc c'est ça. On ne laisse pas sa carrière, parce que sinon, vous ne la pilotez plus, vous subissez votre carrière. On va vous dire, ah oui, mais tu es bien, demain on va te donner la promotion. Oui, mais en général, quand on nous dit promotion, on est content, mais est-ce que cette promotion-là est bien pour nous? On ne se pose pas cette question. Mais il faut pouvoir se poser cette question, parce que sinon, c'est les gens qui déterminent où est-ce qu'on va, comment on va. Mais non, si on est dans une optique où je suis responsable de ma carrière, c'est-à-dire que ce qui m'arrive, c'est choisi. Si je dis que je fais 10 ans à ce poste, c'est parce que j'ai choisi de faire 10 ans à ce poste et je ne regrette pas mes choix. Et pour terminer, à retenir également, quand on parle de carrière, on a parlé de l'échéancier, il faut pouvoir déterminer à quel moment je souhaite atteindre quel objectif, ça doit être clair dans notre esprit et sur votre papier. Les objectifs, on en a parlé. Le réseautage aussi qui est très important. Hein, les événements comme ça, vous avez un parterre de DRH à la fin, là, n'hésitez pas à aller les voir, les gens qui veulent les stages et tout. Ça passe par là, hein. Voilà. Non, mais ça passe par là parce que c'est des opportunités. Maintenant, il faut pouvoir comprendre que quand on vous dit peut-être non, ça veut dire que peut-être c'est pas possible et tout, mais au moins vous aurez essayé. Et donc, lorsqu'on a l'opportunité, en tout cas, de faire partie de réseaux, d'associations, de rencontrer des gens, d'aller à des conférences, d'être dans des événements qui vous permettent de rencontrer les gens qui peuvent avoir qui peuvent être déterminants pour votre carrière, qui peuvent être des leviers pour votre carrière, il faut vraiment pas s'en priver. Et c'est normal, ce n'est pas le réseautage, c'est pas quelque chose de caché, de noir, c'est normal. Moi, si je connais quelqu'un à compétences égales, je prends quelqu'un que je connais, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec du favoritisme. Et donc, ressources, bien entendu, il faut savoir c'est quoi les coûts et puis les sacrifices. Parce que votre carrière ou votre projet va vous demander quelques sacrifices à un moment donné. Ça peut être des sacrifices financiers, ça peut être des sacrifices au niveau de votre famille, parce que peut-être vous voulez être directeur. Et il faut savoir que plus on monte en, comment on appelle ça, en grade, moins on a de temps, par exemple. Donc il faut bien choisir ses combats, bien choisir ses batailles. Et surtout, moi, tout ce que je peux dire quand on parle de plan de carrière, c'est que ça doit être quelque chose, pour moi, je vous recommande de faire un bilan annuel. À chaque fin d'année, réfléchir sur où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis content de là où je suis? Si je ne suis pas content, où est-ce que je veux aller? C'est quoi mes passions? Comment je me projette dans l'avenir? Comment je veux qu'on se souvienne de moi demain quand je ne serai plus là? À quoi j'aspire? Et une chose que vous savez certainement, le cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc si vous inculquez à votre cerveau tous les jours votre vision, vous la voyez partout sur vos téléphones et tout, il y a 90% de chances que ça se réussisse que ça se réalise avec la résilience, avec l'ambition, avec le travail, mais également avec l'investissement. Merci. Je m'appelle Emilie Mati et ma question s'adresse à Madame Karine Pongola. C'est par rapport aux références. Dans certains CV, on demande de préciser souvent vos références, si vous avez des personnes avec qui vous avez travaillé, ou bien si vous avez des personnes qui peuvent donner un aperçu de votre travail en entreprise. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre les références? Et aussi par rapport aux couleurs, le choix des couleurs sur les CV. Est-ce que nous pouvons tout mettre comme couleur ou bien il y a des couleurs professionnelles, si je peux demander comme ça? Merci. Je recommande d'opter pour des couleurs sobres pour son CV. C'est le gris, c'est le noir, c'est le bleu, tout ce qui n'est pas criard. Après, voilà, on peut éviter les choses comme le vert, fluo, rose, bonbon, etc. Mais il faut savoir que les CV doivent ressembler au métier. Comme le disait Joël tout à l'heure, c'est choquant de voir le CV d'un commercial en noir sur blanc. Déjà parce que la personnalité d'un commercial est généralement extravertie et les personnes extraverties aiment les couleurs qui sont
un peu chatoyante. Et aussi, le commercial nécessite de captiver l'attention. Donc, ça demande des couleurs un peu relevées, sans aller dans l'excès. Vraiment, des goûts et des couleurs, on n'en discute pas, mais vous pouvez demander conseil. Vous pouvez montrer votre CV à quelqu'un. Si les couleurs ne vont pas et que cette personne est honnête avec vous, elle va vous dire ça dépasse le cabaret uniquement. Donc, on va vous dire. Donc, une chose qui va souvent vous aider, c'est faites regarder votre CV par les gens autour de vous. Vous saurez si c'est sobre ou pas. Si vous êtes graphiste, par exemple, il faut qu'on regarde votre CV, qu'on sente que vous êtes graphiste. Encore que moi, je préfère un graphiste qui m'envoie un portfolio à la place d'un CV. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites des CV qui ressemblent à votre métier. Mais de façon générale, assistant de direction, gestionnaire des ressources humaines, comptable, vraiment ce sont les gens un peu carrés là. Ils ont les vestes comme vous voyez quand on est là. Ouais. Ouais, Joël. Voilà. Faites un peu comme ça. Comme ça, quand on voit ça, on sent que voilà un DRH qui vient. Quand un DRH vient, on sait que c'est un DRH. Quand un commercial s'assoit en salle d'entretien, on sait que c'est un commercial. Si je me trompe, vous le dites. On sait que c'est un commercial. Je suis arrivée à un entretien. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui est à cet entretien. C'était un recrutement pour un poste d'infographe. Il vient s'asseoir. Il a une veste comme on en voit sur TikTok. Grosse. On se demande si... On ne sait pas. En fait, on ne comprend pas. Il s'assoit là. Il regarde le plafond. Il est bizarre. Sa gestion est bizarre. L'entretien a commencé. On lui pose des questions, il répond. On lui pose des questions, il répond. Après, quand je prends la parole, je lui ai posé une seule question. Est-ce que vous êtes infographe? Ce jour-là, il a failli me taper. Oui, mais madame, vous avez vu sur mon CV que j'ai dit que je suis infographe. Donc, je suis infographe. Hein? Il a failli me taper. Mais en fait, quand je l'ai vu, j'ai su que ce n'est pas un infographe. Et il n'était pas un infographe. Il a une espèce de secrétariat dans le quartier, là, comme on en voit à Trafaï, là. Il bricole les CV des enfants là-bas, ça vient, ça tombe encore sur la table. Il fait les photocopies. C'est un débrouillard. Après, il dit qu'il est infographe. Mais quand il s'est assis là, il a commencé à parler, ça s'est vu tout de suite qu'il n'était pas infographe. Et même en regardant son CV, ça se voyait qu'il n'était pas infographe. C'était un bon bricoleur qui pensait qu'il fallait porter la veste pour venir nous impressionner. Quand un infographe entre là, il a toujours les chaussures en cuir montantes sur un jean. On les connaît. On les connaît. Leur profil dit qu'ils sont infographes. Tous le disent qu'ils sont infographes. Donc, faites que vos CV ressemblent à votre métier. Maintenant, si vous êtes DRH et que vous êtes sur votre CV avec un pull à capuche, c'est écrit là, yes we can. Bon, on se pose les questions. Trompez-nous quand même au départ avant que devant ça plie. Comme on dit au quartier. Donc, optez pour des couleurs sobres, mais arrangez-vous pour que votre CV ressemble quand même à votre métier. Demandez conseil autour de vous. Et dans les métiers pour lesquels vous travaillez, demandez les conseils à vos aînés commerciaux si vous êtes commerciaux, à vos aînés RH si vous êtes RH, etc. Dans sa définition classique, le mentoring, c'est une relation d'échange. C'est une relation volontaire, gratuite, confidentielle, c'est un élément important, entre le mentor qui va donc être cette personne-là qui a l'expérience, le vécu et la volonté d'accompagner le mentee ou le mentoré dans le développement de sa carrière. Next. Il y a différents types de mentoring. Je disais tantôt un individu, un mentor et un mentee. Dans la conception classique du mentoring, il y a également ce qu'on appelle le reverse mentoring, donc le mentoring renversé, qui va être exactement l'opposé. Il est question d'un individu de profil senior cette fois-là, qui va apprendre d'un individu, je vais dire junior. Ça peut sembler contradictoire a priori, mais dans le monde d'aujourd'hui, on a dans certaines entreprises différentes générations. On a les millennials,
on a les Gen X, on a les Gen Y, etc., etc. Le mentoring renversé peut aider à améliorer la relation entre les différentes générations. Est-ce que quelqu'un a vu un film qui s'appelle Le Stagiaire? Oui. Ok. Robert De Niro, Anne Hathaway, exactement, un monsieur d'un certain âge qui revient dans le monde professionnel. Après avoir une carrière, il revient dans le monde professionnel en tant que stagiaire et il va reporter à quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Donc c'est un bon film et c'est une bonne illustration de ce que peut être le mentoring renversé. Il y a également ce qu'on appelle le mentoring situationnel. Ça va être, je me projette sur le long terme, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai une problématique précise. Je veux apprendre quelque chose de précis. Je dis n'importe quoi, je suis DRH, j'aspire à être directeur général. Je regarde s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a déjà fait ça, je me rapproche de cette personne sur ce couloir précis. Je ne me situe pas dans une logique d'accompagnement générique ou sur la durée, mais vraiment je prends un mentor dont le profil correspond exactement aux besoins ou à l'objectif que je veux adresser. Et le troisième type de mentoring pourrait être le mentoring de groupe. Il est question de se mettre ensemble à plusieurs, on va s'entraider, partager les perspectives, le vécu, l'expérience les uns des autres. Alors je vais préciser que le mentoring de groupe, ce n'est pas une association d'amis, mais c'est vraiment des personnes qui se mettent ensemble sur la base de ce que je peux apporter quelque chose qui va être différent de ce que Christelle va apporter, qui va être différent de ce que Serge pourra apporter, etc. C'est vraiment une association structurée, choisie, délibérée. La relation de mentoring, c'est une relation où il est question de motivation. Lorsqu'on va dans une relation de mentoring, on va se dire, on va chercher un guide. On ne va pas, on ne s'y rend pas en se disant je veux quelqu'un qui va me donner des situations, des clés, des réponses à toutes les problématiques que j'ai, mais c'est plus une sorte d'orientation générale. C'est déjà quelqu'un qui va nous écouter en respectant, sans nous juger, en respectant qui on est, en nous accordant suffisamment de crédit. C'est quelqu'un qui va partager avec nous ce qu'il ou elle a appris et qui va donc nous encadrer, je veux dire, et nous emmener dans la direction qu'on aura choisie. La relation de mentoring va être caractérisée par le rôle des uns et des autres. Je vais commencer par celui du mentor. J'aime bien cette phrase d'Oprah Winfrey qui dit « A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself ». Le mentor, c'est cette personne qui vous permet de voir l'espoir en vous-même. C'est la personne qui va rentrer en vous, vous comprendre, apprendre à vous connaître et puis sur cette base, sur ce que vous avez envie de faire, vous accompagner. C'est un conseiller qui est avisé, qui est expérimenté. On a souvent, la nature humaine veut qu'on est souvent tenté de choisir des mentors qu'on aime. Et je différencie ici la notion d'aimer et d'inspirer. Je peux apprécier quelqu'un et la personne m'inspire pas pour autant. Si on est dans la logique de construire sa carrière, il faut faire l'utile et pas forcément l'agréable. Dans certaines circonstances, ça peut être les deux et c'est parfait, mais le monde ne l'est pas toujours. Donc lorsque je choisis mon mentor, je vais me demander quel est mon objectif et je vais choisir l'individu, donc le profil, vraiment l'individu qui m'inspire, parce que s'il ne m'inspire pas, si elle ne m'inspire pas, je ne serai pas suffisamment à mon aise pour m'ouvrir, pour partager avec lui ou avec elle mes aspirations, mes difficultés, mes contraintes, etc. Ou alors, lorsque cette personne me donnera, partagera avec moi son vécu, me donnera des conseils, des orientations, je n'en ferai pas grand cas. En raison de l'autre genre, je vais essentiellement insister sur le rôle du mentee. Alors, j'ai bien dit en entame que dans la relation de mentoring, c'est une relation où le mentee va obtenir de l'aide de son mentor. Et on pourrait penser que c'est une relation où on va à une session, à un rendez-vous, à un call en ligne, on s'assied et puis on écoute. Bah non, le mentee est la personne qui va vraiment mettre le plus dans la table. Le mentee a la responsabilité de rendre la relation de mentoring intéressante. Il faut créer en votre mentor l'envie de vous donner plus, l'envie de partager avec vous. Et comment ça se fait? Il faut être dedicated, il faut être sérieux, il faut être committed. Si vous prenez des rendez-vous, déjà vous devez avoir un objectif, cet objectif doit être le vôtre, parce que vous venez dans la relation pour atteindre cet objectif-là. Et vous partagez l'objectif. Si le mentor vous donne des bouquins à lire, il vous demande de faire de la recherche, etc., faites-le. Parce que sinon, ça représente une perte de temps pour la personne en face de vous. Donc c'est un réel investissement. Vous devez préparer ces sessions. Après les sessions, vous devez reflect. Vous devez repasser sur le contenu
vous demander ce que vous avez appris et comment est-ce que ça vous maintient sur la direction que vous avez choisie lorsque vous avez décidé de vous inscrire dans cette logique de mentoring. Vous devez prendre des initiatives. Dans ma relation récente de mentorat, on a un rendez-vous par mois et on a déjà un plan. C'est à chaque fois ce dont on va parler sur les 12 prochains mois. C'est un plan. Est-ce qu'il est flexible? Oui, mais moi, c'est un plan. Votre mentor n'est pas votre ami. C'est généralement quelqu'un qui va être un peu busy, donc il ne va pas venir à la réunion et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire « Ah tiens, aujourd'hui, etc. » Je vais également différencier le mentor du coach. Le coach, c'est la personne qui va vous aider sur des problématiques vraiment de courte portée. Et le mentor, différencier également le mentor du manager. Donc, est-ce qu'on peut parler de son travail à son mentor? Bien sûr, mais pas en mode j'ai une présentation à rendre demain, est-ce que tu veux bien revoir mes slides? Mais plus en mode aujourd'hui je suis ici, à cette étape de ma carrière, j'aimerais faire ceci, je me destine à cela, comment est-ce que tu penses que je devrais faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois désapprendre? Qui est-ce que je dois rencontrer? Qu'est-ce que tu penses de mon orientation? Mais souvenez-vous qu'il est surtout, vous avez la responsabilité d'apporter quelque chose, d'apporter du contenu dans la relation et la personne sur ce contenu-là apposera son expérience. Next. Le bénéfice du mentoring, bien sûr, pour le mentor, il donne, mais il y a du bonheur à donner. Il y a de la gratification à se dire j'ai contribué à l'épanouissement de cette personne, à l'encadrement de cette personne. Lorsqu'on a un mentor dans la relation, on développe sa capacité à écouter, son listening skills, à écouter sans juger. On développe également sa capacité à, je veux dire, encadrer des individus de profils différents. J'ai aujourd'hui un mentor qui est un introverti, demain j'aurai un mentor qui sera un extraverti. Aujourd'hui c'est un monsieur, demain c'est une dame. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui a 25 ans, qui est en début de carrière, demain c'est quelqu'un qui a 42 ans et qui se demande s'il va se réorienter ou pas. Donc le mentor également dans la relation de mentoring apprend quelque chose et puis éventuellement la reconnaissance du mentee. Pour ce qui est le mentee, celui qui reçoit, il y a bien sûr tout ce qui est... il y a bien sûr le côté conseil, le côté formation, le côté orientation, le networking, on en parlait tantôt, et puis permettre cette évolution professionnelle rythmée et accélérée, parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit attention, là il pourrait y avoir un trou, il pourrait y avoir des embûches, et on sait plus ou moins ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il y a également du bénéfice pour les entreprises qui déploient des programmes de mentoring, parce que Christelle parlait de carrière. Aujourd'hui, plusieurs multinationales utilisent une méthodologie d'apprentissage qui s'appelle 70-20-10, 70-20-10, et il est question de dire que 70% de l'apprentissage se fait sur le job, 20% de l'apprentissage se fait à travers les autres, les mentors, les coachs, les managers, les pairs, et seulement 10% de l'apprentissage se fait par les mécanismes de formation traditionnels, en ligne, en salle, etc. etc. Donc c'est dans cette logique-là que le mentoring prend une place de plus en plus prépondérante dans les entreprises. Next. Les inconvénients du mentoring. Alors, pour le mentor, je l'ai plus ou moins dit, ça va être la possibilité de perdre son temps. Si vous avez à interagir avec un mentee qui n'est pas structuré, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'a pas de discipline, qui arrive en retard, qui ne lit pas le contenu que vous lui suggérez de lire, quelqu'un qui ne s'investit pas, vous pouvez vraiment avoir l'impression de perdre votre temps. Et puis, des fois, quelqu'un peut vous approcher pour vous demander d'être son mentor et vous avez l'impression, vous sentez au fond de vous-même que vous n'avez pas vraiment le bon profil pour encadrer la personne. Et puis également, une autre difficulté, ça va être la subjectivité. Surtout dans les situations où le mentor et le mentee travaillent dans la même entreprise. Le mentor va être dans une situation où il a des informations sur le mentee qui sont d'ordre confidentiel. Et puis il peut être amené à interagir dans les logiques d'entreprise. On fait souvent des sessions qu'on appelle les revues de talent. Alors si le mentor est un DG, il va être dans une situation où on va parler de son mentee, mais il doit, malgré la relation de mentoring, rester objectif. L'inconvénient pour le mentee, ça va être
les expériences négatives, on peut avoir une idée d'un individu. Et lorsqu'on rentre dans la relation de mentoring, on se rend compte qu'il, elle, finalement, ne nous inspire pas tant que ça. C'est pas ce qu'on croyait. Et on n'a pas l'impression que cette relation-là nous aide vraiment. Lorsque de telles situations surviennent, il faut, avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de tact, trouver le moyen de mettre fin aux échanges. Parce que c'est stérile, si c'est stérile pour vous, et ce sera pour la personne en face. Et vous devrez consacrer ce temps à développer votre carrière ou à vous développer vous, autrement. L'inconvénient pour les mentis, ça va aussi être la dépendance excessive. On se dit, alors, mon mentor, normalement, si mon mentor est DG à Orange Cameroun, c'est pas normal que je postule à Orange et qu'on m'appelle pas. Donc, quand même, il devra appeler Christelle pour lui dire que bah, mon mentor a envoyé son CV et normalement, plus ou moins, avec ou sans entretien, normalement, je vais rentrer pas, non. Le mentor, vraiment, c'est une relation qui est, je veux dire, orientée sur votre développement. C'est pas quelqu'un qui va valider votre progression sans tenir compte de votre profil ou de votre niveau de compétence. Je peux raconter une anecdote. Lorsque je travaillais à Guinness Cameroun, une de nos collègues avait pour mentor le directeur général. Elle était manager donc à 3-4 niveaux hiérarchiques en dessous de lui. Et ce que ça a créé dans l'organisation, bah, chaque fois qu'elle avait un souci, elle allait en parler à son mentor. Les chaînes ne tournent pas, elle va sauter son chef, le directeur d'usine, etc. Et puis elle va parler à son mentor. Ça créait tellement de désordre pour nous qu'on a dû lui assigner un autre mentor qui n'était pas directeur général. Donc, et je donne un exemple pour dire qu'il faut rentrer dans la relation. Le mentor, ce n'est pas un sponsor. Il va vous écouter, il va vous donner de son temps. Son rôle n'est pas... Il va supporter votre progression, mais il ne va pas vous ouvrir des portes qui ne vous ont pas destinées, ou il ne va pas vous donner des rôles pour lesquels vous n'êtes pas compétent. Et j'ai l'impression d'avoir jeté un froid en me disant ça. Un peu. Ok. Donc je disais, on peut être déçu. On peut également avoir un sentiment d'impunité. C'est l'exemple que je partageais tantôt. Et pour l'entreprise également, j'en ai parlé dans ce même exemple, les accrochages entre la relation de mentor, le mentee, ou alors on peut aussi avoir le mentor qui va à tout prix pousser son mentee, même s'il n'est pas le plus compétent, même s'il n'est pas le plus bon. Si le mentor c'est un DG, pour les RH, ça crée une situation où tu vas un peu aller à la bagarre pour dire bah non, c'est ton mentee, oui, mais il ou elle n'est pas assez prêt, etc., etc. Donc c'est des relations qui doivent être bien gérées pour créer la valeur attendue pour les parties prenantes. Alors pour ou contre le mentoring, en ce qui me concerne, bien, definitely pour, mais à condition que ce soit bien mené. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une relation de mentoring soit bien menée? Il faut être committed. Il faut rentrer dans la relation en ayant un objectif. Il faut savoir que le mentor, ce n'est pas la personne qui va ouvrir toutes les portes, mais il va vous aider à considérer les options qui se présentent, à identifier les clés. C'est une relation, il faut qu'il y ait de la confiance pour pouvoir s'ouvrir. Et cette confiance va être bâtie sur la capacité des uns et des autres à respecter la confidentialité. J'ai dit tantôt que le mentee partageait, mais le mentor va également partager avec vous des éléments de sa vie, des fois de sa vie personnelle. Et il est, je veux dire, ce serait regrettable que vous puissiez bénéficier de telles informations et que demain elles se retrouvent sur la place publique. Ça va vraiment faire du mal à la relation. C'est une relation qui doit être planifiée, où chacun doit connaître son rôle, chacun doit connaître ses responsabilités et que les attentes envers la partie d'en face soient clairement définies. Et c'est une relation de collaboration. C'est une relation où il faut évaluer le progrès. Il faut avoir la discipline de se dire, ok, ça fait 3 fois, ça fait 6 fois. Are we progressing? Est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'il faut repenser le plan, etc. Il ne faut pas juste en faire un rendez-vous habituel, stérile. Il faut chaque fois vous demander si c'est une relation qui sert l'objectif que vous êtes assigné. Et puis il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant de ce que la personne vous donne. La personne également va être reconnaissant de ce que vous voulez bien partager avec lui ou avec elle. Donc il faut vraiment que la relation soit encadrée et structurée pour créer la valeur qui est attendue.